Jean-Pierre Vernant, merci de nous accueillir chez vous. Vous avez 87 ans et vous avez consacré la majeure partie de votre très longue vie à la mythologie grecque. Alors, un peu brutalement, qu'est-ce que c'est que la mythologie et à quoi ça sert? Ah, question difficile. Il faudrait que je vive encore très vieux, beaucoup plus vieux, pour y répondre. La mythologie, pour nous, la mythologie grecque, il y a eu des grands débats, ce sont essentiellement des récits, des textes sur des personnages légendaires ou sur des divinités grecques anciennes que nous connaissons à travers des textes du genre l'épopée, les tragiques, les historiens, les commentaires de toutes sortes, ou Hésiode, qui est un poète béotien, disons du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc période très archaïque, et qui a écrit en particulier un grand poème intitulé La Théogonie, Théogonie, c'est-à-dire la naissance des dieux, et où il nous raconte comment le monde s'est constitué à partir de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire rien, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait encore rien du tout? Et c'est ça qu'il apporte comme réponse. C'était le néant, en quelque sorte. C'était ce que les Grecs appellent, je donne le nom grec, chaos. Chaos, d'où est tiré notre nom, le chaos, mais qui est quoi? Au départ, ce qu'il y eut d'abord, chante Hésiode, c'est la béance, une espèce d'ouverture béante immense, gigantesque, où tout est englouti, un vide obscur, indistinct, où il n'y a pas de direction, il n'y a pas de fond. Si on était happé par cette béance originelle, on tomberait indéfiniment sans jamais trouver de fond, parce qu'il n'y a pas de fond. Aucun rayon de soleil, rien de distinct. Vraiment l'illimité et l'indistinct. Une sorte d'immense gueule aveugle, complètement aveugle. Aveugle, il n'est pas question Dieu, un gouffre béant. Un abîme. Un abîme. C'est ça qu'il y a d'abord, et ensuite naît, apparaît, se produit Gaïa, c'est-à-dire la terre avec un grand T, la déesse ou la puissance terre. Alors elle apparaît, au fond, au milieu de la béance, et d'une certaine façon, comme nous le verrons, encore rattachée à la béance. La terre, Gaïa, d'une certaine façon, c'est le contraire de la béance. La béance, c'est un trou, un vide obscur où rien n'a de forme. La terre, c'est un plancher déjà. C'est quelque chose de solide, où on peut marcher, où les hommes marcheront, les animaux, les dieux, les montagnes. C'est une espèce de chose très solide. Et à la surface de la terre, tout est dessiné, tout est distinct. Bref, d'une certaine façon, ce qui tout d'un coup surgit au sein de la béance, après la béance, c'en est le contraire, mais pas tout à fait. Parce que la béance, sur quoi elle repose? Elle repose sur chaos. Elle a des espèces de racines qui descendent en bas, dans un monde qui est obscur complètement, et qui plonge dans cette béance, parce que ces racines, elles sont d'une certaine façon illimitées. Au fond, Terre s'appuie sur béance, et elle contredit béance en donnant une forme, un plancher, une assise à tout ce qui va apparaître après. Et en même temps, un troisième élément apparaît, que les Grecs appellent Eros, amour, pulsion érotique. Mais cet amour, à ce stade, il n'est pas encore ce que vous et moi nous appelons amour, et qui implique qu'il y ait deux sexes, qui est une bisexualité, du féminin et du masculin, opposés l'un à l'autre, s'attirant l'un l'autre, et s'unissant l'un à l'autre. Pourquoi? Chaos, béance, c'est un nom neutre. Gaïa, c'est un nom féminin, c'est une dame, Gaïa, une immense géante qui occupe tout l'horizon. Une mère. C'est une dame. Elle sera en même temps une mère universelle. Au fond, tout est sorti du sein de Gaïa. Mais Gaïa, elle n'a pas de partenaire masculin. Il n'y a pas encore de masculin, de mâle. Donc, quand elle va engendrer en effet, elle va engendrer
deux êtres qui sont ses compléments. D'abord, ce que les Grecs nomment Ouranos, ciel, et même ciel nocturne, ciel étoilé, une grande voûte, un grand dais sombre qu'elle crée. Et elle crée en même masculin. Et elle crée en même temps un autre être masculin, qui est son complément et son contraire, et que les Grecs appellent Pontos, flot marin, mais au fond toutes les eaux. Alors, flot marin, l'eau est fluide, on ne peut pas la retenir, elle s'écoule, tandis que la terre, c'est ce qui est massif, ce qui a une forme, et qu'on ne peut pas faire glisser entre ses doigts. Donc ça s'oppose. Mais alors on a perdu Eros en route, c'est une sorte de poussée de l'univers. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle crée Ouranos et Pontos, elle les crée à partir de ce qu'elle possède déjà à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas d'union sexuelle. Eros, c'est cette pulsion qui fait que dans le monde, les choses ne restent pas immobiles, stables, fixes. Il y a une sorte de dynamique. Et Terre, elle est faite pour engendrer. Et quand elle n'a pas de partenaire, elle engendre en portant au jour, en faisant apparaître à la lumière ce que déjà dans ses profondeurs, elle portait en elle-même. Alors elle porte Ouranos. Ouranos, le grand ciel. Imaginons Terre comme une immense géante étendue à terre, là, sur le dos, avec Chaos en dessous d'elle, et au-dessus, étendue sur elle, elle a créé Ouranos, exactement semblable et égal à elle-même. Il n'y a pas un morceau de terre que le ciel ne recouvre. Et Ouranos, il n'a pas d'autre activité que sexuelle. Il est vautré sur Gaïa, sur Terre. Il la couvre en permanence. Il la couvre en permanence. De temps en temps, il s'écarte. Mais entre les deux, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de lumière. C'est la nuit. Et il se livre à cette activité sexuelle incessante. Lorsque le féminin a engendré le masculin, on peut dire que ce masculin n'a pas d'autre horizon que de remplir son rôle de mâle. C'est le coitus non interruptus, là, alors. Alors ça, vous pouvez le dire, il n'est pas interrompu du tout. Il est si peu interrompu que les progénitures que maintenant Gaïa va porter des œuvres de ciel ne peuvent pas sortir, parce que Ouranos, si je peux dire, bouche le passage en permanence. Et donc toute une série d'enfants d'Ouranos et de Gaïa, qu'on va appeler ensuite les titans, plus d'autres êtres, les cyclopes et les hécatonchères, c'est-à-dire les 100 bras, des espèces de monstres primordiaux, sont dans le giron de Gaïa, où ils se pressent sans pouvoir sortir. Elle doit en avoir marre. Elle n'en a plus que marre. Gaïa, d'abord, elle souffre, parce que ils sont à l'étroit dans son ventre, et par conséquent, ils la dilatent, ils la font souffrir. Elle s'adresse donc à ses enfants, au sein de son ventre, en elle-même, pour leur dire, écoutez mes enfants, à peu près, votre père Ouranos se conduit d'une façon scandaleuse, injurieuse, il nous fait du mal, il faut le châtier. Bien entendu, tous ces enfants sont pris de terreur devant cette espèce d'énorme monstre sombre qu'ils voient au-dessus de leur mère et qui bouche toutes les issues. Un seul, le dernier des titans, Cronos, le plus malin, le plus fourbe, le plus ambitieux aussi, dit à peu près à sa mère « Je suis prêt à faire ce que tu me diras ». Alors elle invente une ruse, c'est ça? Oui, elle invente une ruse, elle lui donne une forme, elle invente ce que les Grecs appellent une harpée, une faucille courbe, en acier, parce que dans ses profondeurs de ventre, elle peut en même temps construire de l'acier, et elle donne ça dans la main droite de Cronos. Elle le met en guetteur, vigilant, à l'endroit où Ouranos va venir pour pénétrer la mer, et Cronos tient la harpée, la faucille dans la main droite, et quand Ouranos s'avance, il attrape les parties sexuelles d'Ouranos, les bourses, et il les tranche. Et une fois qu'il les a tranchées, sans regarder en arrière, il les jette par-dessus son épaule, et de cette bourse, les gouttes de sang
tombe sur la terre et le sexe lui-même, jeté plus loin, tombe dans flot marin, dans la mer. Alors cet acte, il a comme première conséquence que Ouranos pousse un hurlement de douleur et qu'il s'éloigne de Gaïa, qu'il s'éloigne et qu'il va se fixer dans les hauteurs du monde où il ne bougera plus. Et ainsi, entre la terre et le ciel, un espace s'est créé, s'est creusé, un espace où, nous le verrons, les êtres trouvent le moyen de naître, de voir la lumière, d'être visibles, de se développer. C'est pas seulement un espace en fait qui est créé, c'est aussi un nouveau temps. C'est un espace qui est créé et c'est aussi un nouveau temps. Pourquoi? Parce que tant qu'Ouranos restait vautré sur Gaïa, il n'y avait pas de génération successive. Les enfants, les fils de Gaïa et d'Ouranos, de terre et ciel, restaient cachés dans le ventre de leur mère. À partir du moment où ils viennent à la lumière, ils vont eux-mêmes se développer dans l'espace, ils vont unir les uns aux autres et créer une nouvelle génération. Et voilà tout d'un coup que ce monde dont Gaïa est le plancher, dont maintenant il y a un plafond, lumineux ou nocturne, ce monde-là va être un monde qui va sans cesse connaître des vagues successives de générations. L'espace est ouvert, le temps est débloqué.